Donc, bonjour tout le monde. Dans le cadre de notre module, enzymologie approfondie pour le sixième semestre, donc vu les conditions actuelles avec le virus corona et tout ce qui s'ensuit et l'arrêt des cours qui nous a été imposé, donc c'est de notre devoir de faire en sorte que ça continue, que les enseignements continuent. Donc c'est ça l'initiative. Donc chaque enseignant, il va faire en sorte que ces enseignements se poursuivent. Pour ma part, donc pour notre module, ayant déjà envoyé dans la plateforme les cours qui vont suivre. Donc je vais essayer par cette méthode de vous envoyer des diapos avec des petites explications et je vous laisse le champ pour poser des questions ou bien si vous voulez me contacter par email, je suis toujours à votre disposition. Donc l'essentiel, ce qu'il y a à retenir, c'est on est là, on est en plein semestre. Les enseignements ne s'arrêtent pas, ne sont pas en arrêt de cours, il faut que ça continue. On ne sait pas quand la reprise va venir, donc entre-temps, on doit faire en sorte que les enseignements et l'avancement ne s'arrête pas, d'accord? Donc, on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on s'est arrêté dans le troisième chapitre. Le troisième chapitre, c'est la relation structure-fonction. Donc, je vais faire un rappel et on va avancer. Donc, comme j'ai dit auparavant, que les premiers cours, les premiers chapitres, ce sera des notions à propos de l'enzymologie. Des notions que chacun d'entre nous, d'entre vous, devra connaître et savoir pour la suite, pour avoir un bagage, un arsenal, pour la suite des enseignements en enzymologie. D'accord? Donc, le rappel en ce qui concerne le chapitre 2, donc les enzymes, c'est quoi les enzymes? Donc, on a dit d'abord que c'est des protéines qui sont globulaires, qui sont solubles. C'est des protéines qui sont fonctionnelles, elles ont une fonction. Quelle fonction? C'est des catalyseurs, c'est une fonction catalytique. Donc c'est des protéines globulaires, c'est des catalyseurs biologiques, donc qu'on trouve dans le monde vivant, dans tout le monde vivant, allant de la dernière des bactéries jusqu'à l'être humain, passant par les végétaux ou les êtres micro-organismes aussi. Donc c'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, donc c'est un agent qui entre dans une réaction pour l'accélérer. Il n'est pas consommé, donc ce n'est pas réactif, et il n'influe pas sur l'équilibre chimique. Ça veut dire qu'il ne va pas jouer sur les concentrations, il va juste jouer sur l'accélération. D'accord. Il a ce catalyseur, cette enzyme, elle a une spécificité de réaction. Donc chaque enzyme, elle a une réaction qu'elle catalyse. Il n'y a pas d'enzyme qui catalyse toutes les réactions. Et un substrat ou des substrats spécifiques. D'accord. Et une autre spécificité, c'est qu'elles accélèrent les réactions à des taux très élevés pour répondre au rythme élevé de la vie. Donc le rythme, il est déjà très élevé, très rapide. J'ai dit qu'il y a plein de cascades de cascades de réactions dans le métabolisme. Donc le rythme, il est effréné. Et c'est les enzymes qui vont faire en sorte que on peut suivre ce rythme. D'accord. Étymologiquement parlons, enzyme, ça veut dire quoi? Enzyme, on a dit que c'est enzyme. Enzyme, c'est en grec, ça qui veut dire dans le levain. Dans le levain, pourquoi? Ça a un rapport avec l'histoire de la découverte des enzymes. Dans le levain, parce que la problématique qui se posait, donc, c'est de savoir quelle est la nature de l'enzyme et quelle est la nature de cet agent qui fait cette fonction. D'abord, donc, les premières études, comme elles se faisaient sur du levain, donc sur des ferments, c'est des levains pour le pain, ou bien pour la fermentation de la bière, etc. Donc il fallait trouver qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait cette action de fermentation, de fermenter le sucre en alcool. Donc parmi les premières suppositions, donc on avait l'école de Pasteur, les vitalistes, qui disaient que cette action
cette action de fermentation, elle est le fruit, elle est l'action d'une force vitale contenue dans la levure. La levure qui est un micro-organisme. Donc il y a quelque chose de vital. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie du monde physique, quelque chose qui fait partie, disons, de la métaphysique, du surnaturel. Donc c'est parce que c'était incroyable. D'accord? Il y a eu d'un autre côté les autres écoles, les matérialistes, donc, comme Claude Bernard, qui disait non, non, c'est pas quelque chose, c'est une molécule qui est là, qu'on n'a pas encore découvert, mais qui fait ça. Donc il y a eu, donc c'est Edward Buchner, donc qui a découvert, qui a fait l'extraction de cette molécule, et là, il a confirmé que c'est l'enzyme, cette enzyme, donc cette chose qui fait la fermentation, qui transforme le sucre en alcool, c'est une protéine qu'il a pu extraire, donc il l'a séparée de l'organisme vivant qui est la levure, et elle a quand même fonctionné. C'est ce qu'on appelle, donc il a dit, on sait maintenant, ça n'a rien à voir avec une force vitale ou quoi que ce soit, c'est juste une molécule fonctionnelle qui est l'enzyme, d'accord? Pour la comparaison catalyse biologique et catalyse chimique, donc la catalyse biologique, on a dit, c'est un catalyseur chimique biologique. C'est la même chose. Mais un catalyseur biologique, en plus d'être un agent accélérateur qui n'est pas consommé et qui n'influe pas sur l'équilibre chimique de la réaction, il a en plus de ça qui l'accélère à des taux, c'est-à-dire le taux d'accélération, l'accélération de la réaction, elle est de l'ordre de millions de fois. Donc c'est des catalyseurs qui sont extrêmement performants, efficaces, et aussi qu'ils agissent à très faible dose. D'où l'intérêt l'intérêt des enzymes, à les utiliser et à les utiliser dans les applications. Donc, c'est des excellents catalyseurs. D'accord. Pour la position, on a dit les enzymes, c'est comme les protéines. Donc, on a des extracellulaires, des intracellulaires et des membranaires. Le substrat et le produit. Le substrat, c'est quoi? On a dit que c'est la molécule qui va entrer dans une réaction pour être transformée. Et le produit, donc c'est le produit final. Donc, c'est la molécule qui apparaît au cours de la réaction. Donc, qui apparaît. Elle va commencer. Au fur et à mesure que le substrat il disparaît, il est en train d'être transformé, le produit il apparaît. La structure, on a dit qu'on a la structure tertiaire de l'enzyme, c'est la structure principale. Et nous avons aussi la structure quaternaire qui est composée de plusieurs sous-unités de structure tertiaire. Le site actif, on a parlé de site actif, c'est quoi le site actif? Le site actif, c'est l'endroit, c'est la région où se fait l'action catalytique. Donc, généralement, c'est une cavité dans la structure de la protéine tridimensionnelle. Donc, ce site actif, il est composé d'un site de reconnaissance ou de fixation et d'un site catalytique. On va le voir aujourd'hui. On a aussi parlé de cofacteurs. Le cofacteur, c'est quoi? Un cofacteur. Tout ça, c'est des rappels. Hein. C'est des rappels. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on a fait parce que bon, il y a eu les vacances, etc., tout ce qui s'est passé. Donc, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. On parle de cofacteurs, c'est des substances qui ne sont pas protéiques, qui entrent en liaison avec l'enzyme et dont l'enzyme a besoin pour son action. Il est nécessaire. Donc, ce cofacteur, il peut être soit un ion métallique, soit une molécule, soit c'est une molécule organique, d'accord, de petite taille. Si c'est un ion métallique, donc l'ion métallique, il va se lier au niveau du site actif et il va participer à la catalyse. Donc, on parle de métallenzyme. Si c'est une molécule organique, c'est des molécules organiques de petite taille, soit elle est fortement liée, on parle de prosthétique, soit on parle de faiblement liée, donc, ou de corps substrat. D'accord? Tout ça, vous l'avez sur votre PDF. Le groupement prosthétique, il est fortement lié par les liaisons covalentes au niveau du site actif, donc sa présence, il est là, il est indispensable, il est au cours de la vie de l'enzyme. On ne peut pas le détacher. Si on le détache, on va dénaturer l'enzyme. Quand le cofacteur c'est une molécule organique, on parle de coenzyme. Et si la coenzyme elle est faiblement liée, on parle de dérivé de vitamine. Là, c'est un composé
qui va intervenir à un moment pendant la catalyse et elle va être libérée parce que la liaison, c'est une liaison non covalente. Très bien. Pour les classes, les classes d'enzymes, il y en a 7 classes. D'accord? Il y en a d'abord, il faut les apprendre dans l'ordre. On parle d'oxydoréductase 1, 2 transférase, 3 hydrolase, 4 liase, 5 isomérase, 6 ligase, 7 translocase. Donc c'est dans cet ordre. D'accord? Donc d'abord, les oxydoréductases, elles vont s'occuper de quoi? Du transfert d'électrons. On parle ici comme de l'alcool déhydrogénase. Les transférases, donc, qui vont faire un transfert d'un groupement d'une molécule à une autre, par exemple des kinases, transfert de groupements phosphate. On peut aussi parler des hydrolases. 3 hydrolases. Hydrolase, c'est la dégradation en présence de l'eau. Le cas des enzymes digestives. Quatrièmement, les liases. Les liases, c'est une réaction de dégradation, mais sans présence de l'eau. Quand on veut parler plus exactement, on ne va pas parler de dégradation, on parle d'élimination. Donc, on va éliminer un groupe, par exemple un H2O, un CO2, etc., d'une molécule. C'est une réaction d'élimination. La réaction réversible, on l'appelle une synthase. D'accord? 5, l'isomérase. L'isomérase, c'est quoi? L'isomérase, c'est réarrangement des atomes d'une molécule. Le réarrangement, donc, pour fabriquer un isomère d'une molécule, on doit réarranger, donc la formule brute, elle reste, c'est la même, mais la formule développée, elle va subir quelques changements. Les translocases, sixièmement, c'est les ligases. Les ligases, c'est, ou bien les synthétases, on va lier plusieurs, c'est pas, à ne pas confondre avec les synthases, c'est les synthétases. Donc c'est une molécule, comme l'ADN ligase, c'est une molécule qui va s'occuper c'est-à-dire de liguer deux molécules différentes. D'accord? Différentes ou pas, c'est-à-dire c'est de faire la liaison. Et enfin les translocases. Les translocases, comme je vous l'ai expliqué, c'est une nouvelle classe qui va décrire les enzymes qui sont responsables du transfert d'ions ou bien de molécules de part et d'autre des deux côtés d'une membrane, soit de l'intérieur à l'extérieur ou bien de l'extérieur vers l'intérieur. Très bien. La nomenclature, elle obéit à quoi? Elle obéit à une nomenclature qui a été établie par l'Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire, qui a été établie en 1961, avec plusieurs versions par la suite. Donc, c'est une nomenclature à 4 chiffres. Le premier chiffre, il va décrire quoi? Il va décrire la classe. Le deuxième chiffre, la sous-classe, etc., jusqu'à la quatrième. Jusqu'à le quatrième chiffre, qui va décrire la réaction elle-même. D'accord? Donc, à chaque fois, on doit regarder EC, Enzyme Commission, et on va suivre. Le premier numéro, c'est la classe. Déjà, on sait quelle classe, et on va suivre selon la fonction qu'il va effectuer, son substrat, etc. Excusez-moi. Donc, dans notre chapitre qu'on a déjà entamé, la relation entre structure et fonction des enzymes. Donc, les enzymes étant des protéines fonctionnelles, donc c'est des protéines, comme toutes les protéines, des protéines globulaires, on doit le savoir, c'est des protéines qui sont solubles, mais d'où tient-elle leur fonction? Elle leur vient d'où la fonction? Leur fonction catalytique, ils la tiennent d'où? Est-ce que toute protéine peut accomplir cette réaction, cette fonction catalytique, ou bien certaines? On va le voir. Donc, l'importance de la structure fonctionnelle des enzymes. Donc, pour rappel, les enzymes sont des biocatalyseurs qui sont très efficaces, on l'a dit, on vient de le dire, mais ils sont très spécifiques. Donc, ils sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont des réactions bien spécifiques et des substrats très, très spécifiques aussi. Donc, ils sont très spécifiques. Donc, cette spécificité, elle leur vient de la conformation. La conformation, c'est leur structure. C'est comment ils sont faits, Kidairi. La structure fonctionnelle, elle résulte du folding, elle résulte du repliement. Pourquoi? Parce que l'enzyme globulaire, donc toutes les enzymes, toutes les protéines globulaires, elles sont globulaires, donc il n'y a pas de changement ici, c'est juste le nombre de résidus, etc. Mais c'est le folding, la façon où elle se retourne, où elle se plie, qui va lui donner une particularité structurelle, qui va se répercuter sur sa fonction. Ce folding, il est nécessaire à la catalyse et aussi à la protection. Pourquoi à la protection? Parce qu'on va parler
ce folding, il va nous donner le site actif. La formation du site actif, ce folding, il va nous donner une région comme une cavité qui est cachée. Cette cavité qui est cachée, pourquoi elle est cachée? D'abord, comment elle est cachée? Elle est cachée parce qu'elle a beaucoup de résidus qui sont hydrophobes. Et les résidus hydrophobes, ils vont tout faire pour ne pas être en contact avec l'eau. Donc, le fait de cacher le site actif, c'est de le protéger et protéger la fonction de l'enzyme. Si on perd le site actif, on perd l'enzyme. Donc, d'abord, il n'est pas soluble, donc il va dans la région hydrophobe qui est cachée à l'intérieur du site actif. D'accord? Et c'est ce qui donne, donc, ce qui a une double fonction de la protection et de l'activité. Cette structure, donc quand on étudie la structure d'une enzyme, on va le faire pour plusieurs buts. D'abord pour la compréhension. C'est le but principal, c'est le but théorique. C'est-à-dire on doit comprendre cette enzyme pour comment elle fonctionne, c'est quoi, comment elle fait ça, c'est quoi son substrat, c'est quoi ses affinités, c'est quoi ses mécanismes de catalyse, c'est quoi sa vitesse de catalyse, etc. L'annotation, c'est quoi? On a parlé déjà d'annotation. Annoter, c'est attribuer une fonction à une molécule. Annoter, c'est lui attribuer. Ou bien c'est un gène. Par exemple, si c'est un gène, on ne connaît pas pourquoi il code. On va dire, on va l'annoter. Peut-être que vous avez vu déjà ça en bioinformatique. Là, dans ce cas, quand on étudie la structure, on peut annoter une enzyme et lui attribuer une fonction de par sa structure. Et aussi le design de nouvelles enzymes in vitro. Donc, c'est des synthèses in vitro. On ne passe pas par le génome ou par la membrane, etc. Donc, ça c'est un autre sujet. C'est du génie enzymatique. Et, bon, comme remarque, on sait que l'analyse cristallographique, elle a montré que l'enzyme, elle change de forme quand elle est liée, c'est-à-dire dans le cas où elle est liée à son substrat, ou elle n'est pas liée à ce substrat, elle change de structure. C'est-à-dire l'enzyme, elle a une certaine flexibilité. Nous verrons en quoi c'est important. Pour la structure, nous avons parlé généralement de la structure tertiaire. C'est la structure dominante chez les enzymes. C'est elle ce qui est responsable de la fonction enzymatique, de par le site actif, etc. Donc, mais on doit comprendre comment elle est faite réellement. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Les éléments de structure secondaire, ils s'associent avant d'arriver à la structure tertiaire globulaire fonctionnelle. On passe par une structure supersecondaire, c'est l'agencement de plusieurs motifs de structure secondaire qui va nous donner des motifs. Ces motifs, c'est comme par exemple le tonotyme ou bien le pyrosmane ou les grecs. Selon l'agencement des motifs secondaires, donc on a plusieurs motifs donc, de structure supersecondaire qui se reproduisent, qui se répètent, qui sont très connus, comme le tonotyme avec 8 hélices et 8 feuillets, ou bien le pyrosmane avec 6 feuillets, et 4 hélices. D'accord? Donc, c'est la structure supersecondaire, elle est très importante pour la structure. C'est-à-dire il y a des motifs qui vont se répéter et qui vont nous donner après, par la suite, quand ils s'agencent, une structure tertiaire. La notion de domaine, c'est un rappel aussi. Le domaine, c'est quoi? Donc, les grosses enzymes, quand les enzymes elles sont très grosses, donc plus de 200 acides aminés, elles sont souvent composées de plusieurs régions. C'est des régions de l'enzyme. Donc l'enzyme, elle est là, c'est une protéine globulaire. Elle a plusieurs régions. Ces régions, ce n'est pas comme les structures supersecondaires, c'est des unités structurales. C'est des unités structurales, mais pas seulement. C'est des unités structurales et fonctionnelles. Donc c'est des unités, c'est des régions au sein de l'enzyme qui ont une structure particulière et qui ont une fonction particulière. Donc, c'est des régions de l'enzyme qui font quelque chose. Donc, ces domaines, ils sont pliés. Donc, dans le folding, ils se plient pour adopter une certaine conformation nécessaire à la fonction. Ils évoluent. Donc, génétiquement, ils sont codés par des régions du gène. Par exemple, un gène de telle enzyme, une région de gène, une succession d'acides nucléiques, de nucléotides, et code pour ce domaine. Et fonctionne indépendamment, d'accord? Donc un domaine, par exemple le plus connu, par exemple le plus commun, c'est qu'un domaine, il peut être le domaine du site actif. C'est un domaine qui contient le site actif de l'enzyme, d'accord? Là, c'est un exemple, donc ça c'est une enzyme amylase, alpha-amylase, avec les domaines A, B et C. A, c'est le cœur
de l'enzyme, ça c'est un domaine. Donc c'est par les couleurs qu'on peut savoir. Donc le domaine A, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre le domaine qui se situe, où se situe le site actif, le promoteur, etc. Le domaine B, il contient là où le cofacteur, qui est un ion métallique, il va se positionner. Et le domaine C, c'est un domaine indéterminé. Bon, c'est un domaine, c'est le troisième domaine. La structure quaternaire. Donc la structure quaternaire, c'est une association de plusieurs sous-unités de structures tertiaires. Ils ont ces sous-unités. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire parce qu'ils ont une action complémentaire. Parfois, ce n'est pas nécessaire. C'est juste des sous-unités, des structures tertiaires qui vont s'agencer, s'agglomérer pour former un oligomère pour plus de stabilité. Ou bien, s'il y a un danger, ils vont se réunir par des liaisons hydrophobes et former un amas. Mais généralement, quand il y a des oligomères, des enzymes oligomériques, c'est pour un but de complémentarité. D'accord? On donne ici l'enzyme l'ARN polymérase qui contient 6 sous-unités, dont chacune, donc c'est un hétérodimère, c'est un oligomère, qui veut dire il y a des sous-unités de différents types qui vont faire des actions complémentaires pour à la fin faire la transcription de l'ADN. Donc, ça, c'est un rappel. La notion d'isoenzyme et des alloenzymes, c'est quoi une isoenzyme? Une isoenzyme, on en a parlé, c'est des enzymes qui ont la même fonction, mais qui diffèrent un peu dans la structure. Pourquoi? Parce qu'ils sont très apparentés. Donc, en fait, c'est la même enzyme qui, au cours de l'évolution, elle a subi quelques mutations qui les ont différées. Donc, l'enzyme, c'est la même, mais c'est des enzymes on appelle des isoenzymes. C'est des formes multiples de la même enzyme, mais avec le temps, ils sont dispersés. On sait parce qu'elles accomplissent la même réaction, mais dans des conditions un peu différentes. Comment on va les reconnaître? On va les reconnaître parce qu'elles accomplissent la même fonction, mais avec des petites différences dans la régulation, dans la cinétique, dans l'accélération. Pourquoi? Parce que ces enzymes, elles vont permettre l'adaptation. Elles vont permettre un ajustement fin du métabolisme. Par exemple, on va trouver dans l'organisme humain une enzyme qui fait la même action, par exemple on dit l'amylase ou bien une protéase, etc., ou bien lactate dihydrogénase, qui va se retrouver dans différents organes, donc différents organes du corps, mais c'est la même fonction, la même enzyme, mais avec des petites différences. Pourquoi? Pour s'adapter aux différents environnements. Une enzyme qui se trouve dans la bouche, ce n'est pas une enzyme qui se trouve dans le foie. D'accord? Donc il y a des changements de pH, de température, de stade. Donc ces conditions, elles ont permis, grâce à l'adaptation et des mutations, à l'enzyme de s'adapter à son nouveau milieu, on va dire. Parmi ces enzymes, on va parler de lactate dihydrogénase. C'est un tétramère de 12 sous-unités, donc H et M, donc la verte et la rouge. Donc on va la retrouver sous 5 formes, 5 isoenzymes dans le corps humain, selon l'agencement de ces sous-unités. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle les isoenzymes. Donc les isoenzymes, elles sont codées par des allèles qui sont sur des gènes différents dans le génome. D'accord? On parle aussi d'alloenzymes. Les alloenzymes, c'est quoi? C'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais à la différence que les allèles, ils se trouvent dans le même gène. Donc les allèles, c'est des petites variantes, des petites variations dans le même gène, donc les allèles se trouvent sur le même gène. Donc, les scientifiques, ils se sont rendus compte que ces isoenzymes, les alloenzymes, comme ils accomplissent la même réaction, la même fonction, avec des petites différences, donc c'est un très bon outil, c'est un très bon marqueur génétique pour retracer l'évolution de l'organisme et de ses molécules. Car ces changements structuraux proviennent de mutations et de réarrangements aléatoires de la séquence. Très bien. Jusque-là, c'est ce qu'on a vu la dernière séance. Là, on va parler du site actif. Le site actif, c'est quoi? Le site actif est une zone privilégiée qui a une forme d'une cavité. On parle de cavité, on peut parler d'une fente, on peut parler d'une région qui est convexe ou concave. Mais généralement, cavité, c'est-à-dire on veut préciser
que c'est une région qui est cachée, qui est à l'intérieur de la structure globulaire. Elle n'est pas à la surface et elle est un peu à l'intérieur. D'accord? Elle est située dans la zone hydrophobe. Pourquoi la zone hydrophobe? On a dit c'est pour la protection, donc les résidus hydrophobes. Donc le site actif, il est caractérisé par une surface hydrophobe plus grande, au niveau de laquelle s'exerce électivement. Ça veut dire quoi électivement? Le pouvoir catalytique. Donc électivement, c'est qu'on va parler de spécificité. Donc ce n'est pas n'importe quelle molécule qui va avoir accès à cette zone. Donc c'est le pouvoir catalytique qui va s'exercer électivement, intiqa'iyan, intikhabiyan. Ce n'est pas n'importe quel substrat qui peut accéder au site actif. Ça, c'est selon la complémentarité de forme, l'affinité par rapport aux radicaux, aux radicaux des résidus, par rapport à la molécule du substrat, etc. Donc, les enzymes, elles vont acquérir une structure native fonctionnelle. Ils vont l'acquérir comment? Par le folding, d'abord par les motifs, structure secondaire, superstructure secondaire, on va avoir des domaines, un repliement, etc. Donc, elle va acquérir cette structure. Mais cette structure globale de l'enzyme permet à une région particulière, une des régions qui se trouve sur l'enzyme, d'adopter elle aussi une structure spatiale. Spatiale, c'est quoi? C'est une structure dans l'espace, c'est-à-dire en 3D, qui est reconnue par le ligand. Donc le ligand, c'est toute molécule qui se lie à une protéine. Donc en ce qui concerne l'enzyme, on peut dire substrat, on peut dire ligand. Mais substrat, c'est plus précis. D'accord? Par le ligand spécifique de l'enzyme. Le site actif, il reconnaît le ligand, par sa complémentarité, par son affinité. Il reconnaît aussi certaines molécules qui ressemblent beaucoup au substrat. C'est là qu'on va parler d'inhibition, etc. Mais laisse ça de côté. Le rôle du site actif. Le rôle du site actif, il a deux rôles principaux. D'accord? Il va d'abord fixer. Il va fixer un ou plusieurs substrats par des liaisons donc covalentes. Il va le fixer, c'est-à-dire il va le reconnaître et le fixer. On va parler de site de fixation, de reconnaissance. Et deuxièmement, et catalyser. Catalyser, c'est le plus important. D'abord, on doit le fixer et ensuite catalyser une réaction chimique impliquant ces substrats et des groupements chimiques du site actif. Donc, quand on va fixer, la réaction catalytique elle va commencer grâce à des liaisons qui vont se former entre des groupements de par le site actif et de par le substrat. Donc, qu'est-ce qu'on doit, en récapitulation, qu'est-ce qu'on doit savoir du site actif? D'abord, c'est une région spécifique qui se lie au substrat. Elle contient les résidus essentiels à la catalyse. Ça veut dire quoi? Ces résidus, donc il y a des résidus pour la liaison, bon, parce qu'on parle d'une protéine, les résidus c'est les acides aminés. Il y a des acides aminés du site de fixation qui vont reconnaître et vont fixer, et des résidus qui vont faire la catalyse. D'accord? Et établir un micro-environnement qui protège l'enzyme, protège la fonction de l'enzyme, parce que les résidus hydrophobes, on a dit, vont exclure l'eau, sauf si la réaction implique de l'eau. Si la réaction implique de l'eau, par exemple dans le cas des hydrolases, la molécule d'eau, elle est autorisée à accéder au site actif. Représente une petite partie de l'enzyme totale, donc le site actif, ce n'est pas l'enzyme, ce n'est pas la majorité de l'enzyme, c'est une petite partie de l'enzyme totale. Le reste de l'enzyme n'est pas sans importance. Le reste de l'enzyme, il est là pour donner la forme finale. Donc, c'est la structure l'ossature de l'enzyme. Le site actif se lie par des liaisons non covalentes au substrat. Ça, on l'a dit. Et le site actif a une forme complémentaire du substrat. Complémentaire, on parle de complémentarité de forme. On verra que c'est un peu plus délicat que ça. Parlons, donc comme le site actif il a deux fonctions, donc il a une fonction de fixation et une fonction de catalyse. La fonction de fixation, elle est accomplie par un site, parce que le site actif il est composé de deux sites, on l'a déjà dit, le site de fixation et le site de catalyse. Donc le site de fixation, c'est la zone de l'enzyme qui est liée au substrat. C'est la zone de l'enzyme qui va entrer en contact, qui va former des liaisons avec le substrat, pour le fixer.
c'est lui il est aussi responsable de la reconnaissance et de l'affinité. Donc, il va reconnaître d'abord quoi? La complémentarité de forme avec l'enzyme. Il va reconnaître la complémentarité. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, un substrat, donc c'est un exemple, un substrat carré ou rectangulaire qui va entrer dans un site actif qui est sphérique, qui est rond. C'est pas normal. Donc, il va reconnaître d'abord, c'est une question d'abord de complémentarité physique, spatiale. Donc, il va reconnaître la complémentarité de forme avec le substrat spécifique et ensuite, il va nouer des liaisons selon l'affinité entre les molécules de substrat et les résidus du site actif. Il est aussi un facteur important dans la caractérisation fonctionnelle d'une enzyme parce que il va jouer un rôle dans la catalyse. Le rôle qu'il va jouer, c'est que d'abord, il va fixer, c'est pas lui qui va catalyser, il va fixer, il va aussi orienter. Donc, on le verra dans le chapitre de mécanisme de catalyse. Donc, le site de fixation est un site très important. La molécule qui se lie à l'enzyme, on a dit d'abord, quand l'enzyme elle va recevoir quand le site actif il va recevoir l'enzyme, le substrat, pardon, doit y avoir une forme complémentaire. Mais cette complémentarité, elle n'est pas nécessairement à 100%. Parce que le site actif, il a une certaine mobilité, une certaine plasticité, une certaine flexibilité, où il peut s'arranger à être complémentaire dans sa forme avec le substrat. D'accord? Donc, quand il reçoit le substrat, il va bouger un peu, il est un peu dynamique, fluide, pour atteindre une conformation, c'est-à-dire une complémentarité à 100%. Pour avoir les meilleures liaisons qui vont par la suite servir dans la catalyse. Chez les enzymes multimériques, le site de fixation se trouve dans la zone de liaison entre sous-unités. Quand on parle d'une enzyme qui est multimérique, donc on a plusieurs sous-unités. Le site de fixation, ou bien le site actif, il doit se trouver quelque part. Il se trouve généralement dans l'interface entre les sous-unités, entre elles. D'accord? Il joue un rôle dans la reconnaissance entre les sous-unités. Donc, d'abord, quand il y a chaque monomère, il va s'arranger au niveau du site de fixation de chaque monomère pour s'agglomérer. Et cette région où il se rencontre, ça sera le site actif de l'enzyme multimérique. Le site catalytique. Le site catalytique, c'est un autre site. C'est le site qui est à côté du site de fixation. C'est lui le responsable qui va permettre la réaction, la fonction de transformer le substrat en produit. Ça veut dire quoi? C'est à son niveau que ça se passe réellement la catalyse. D'accord? La réaction catalytique. Il est constitué de 3 types d'acides aminés. D'accord? Il est constitué d'acides aminés, d'un nombre d'acides aminés, et ils sont de 3 types. D'abord, des acides aminés qu'on appelle contributeurs. Ça veut dire quoi? Ils vont contribuer à l'adaptation de l'enzyme au substrat. C'est dont on a parlé. Même au site catalytique, on a une certaine flexibilité, comme dans le site fixation. Cette plasticité, donc il va essayer, ces acides aminés, ils vont jouer un rôle pour adapter au mieux le substrat, l'enzyme au substrat, pour avoir un maximum de liaison et avoir une meilleure orientation du substrat. On a aussi les acides aminés auxiliaires. Ceux-là, ils vont jouer sur la mobilité, c'est-à-dire la dynamique, la mobilité, pour que ça permette de bouger les acides aminés au voisinage du site actif. C'est-à-dire ce n'est pas des acides aminés c'est des acides aminés du site actif, les acides aminés auxiliaires, qui vont essayer d'influencer les acides aminés qui sont au voisinage du site actif pour qu'ils bougent un peu, pour avoir plus de plasticité, pour avoir une meilleure complémentarité et de meilleures liaisons. Aussi, on a les acides aminés de contact. Les acides aminés de contact, c'est les plus importants dans les sites catalytiques. Je vais dire même, c'est l'un des plus importants dans l'action catalytique. C'est le lieu de la réaction enzymatique et qui font intervenir des groupements particuliers de ces acides aminés. Donc, ils ont des groupements, c'est des acides aminés, donc les radicaux, ils ont des fois des groupements fonctionnels qui interagissent. Les groupements fonctionnels de ces acides aminés de contact, ils vont interagir avec un ou plusieurs groupements particuliers du substrat et réaliser cette catalyse dont on parle. D'accord? Donc, on passe dans l'enzyme, ensuite, on descend vers le site actif. Dans le site actif, on a un site de reconnaissance
et un site catalytique. Le site de reconnaissance et de liaison, il va fixer le substrat, il va l'orienter, et on a un site de catalytique où certains des acides aminés, ils vont aussi jouer un rôle dans l'adaptation et dans l'orientation. Et enfin, les acides aminés de contact, qui sont quelques-uns, de 2 à 4, qui vont jouer le rôle direct de la réaction. Un exemple, ça c'est l'isozyme. L'isozyme, c'est une hydrolase antimicrobienne. Donc c'est une enzyme. Voilà le substrat qui est en noir. C'est une image en 3D, une modélisation. L'enzyme, c'est tout ce qui est en blanc. Ça, ce qui est en couleur, c'est le site actif. Ce qui est en bleu, c'est le site de reconnaissance ou de fixation. Il est en train de fixer le site actif. Le substrat. Et ça, ce qui est en rouge, c'est le site catalytique. Le site catalytique qu'on connaît tous. Le site catalytique qui fait quoi? Le site catalytique qui va faire la réaction catalytique. D'accord? Donc, c'est une modélisation pour comprendre. On dit seulement quelques acides aminés du site actif, on a dit de 2 à 4, entrent directement dans la réaction catalytique avec le substrat. C'est les acides aminés de contact. Donc, tout ceci montre que l'activité enzymatique n'implique pas l'ensemble des enzymes, l'ensemble de l'enzyme, c'est-à-dire l'ensemble des acides aminés de l'enzyme. Non, on a, dans l'intervention, dans la dernière étape pour faire la catalyse, on n'a besoin que de ces acides aminés. Mais tout le reste, il joue un rôle. Le reste de l'enzyme, il joue un rôle soit de soutien, pour donner la forme, pour soutenir, soit pour la reconnaissance, pour l'affinité, pour la complémentarité, pour la plasticité, pour adapter la structure, etc. Donc, et ces acides aminés, il faut savoir qu'ils ne se retrouvent pas liés à proximité dans la chaîne polypeptidique. On a parlé que la structure tertiaire, elle provient au départ d'une chaîne polypeptidique qui a été enroulée. D'accord? Donc, quand on voit, par exemple, on prend la protéase, cette protéase, les acides aminés de contact, donc catalytiques, ils sont sur leur emplacement ou leur ordre dans la chaîne polypeptidique, ils sont très éloignés. On a l'histidine 57, l'aspartate 102 et serine 195. Ceux-là, dans la chaîne polypeptidique, ils se retrouvent très éloignés. Mais pour l'action, ils doivent se rapprocher. C'est comme les doigts d'une main. Pour tenir quelque chose, on doit les rapprocher. Donc là, c'est grâce au folding, c'est grâce à la fonction, à la maturation de l'enzyme qui a donné cette forme finale, qu'on peut réaliser la catalyse. Donc c'est là, grâce au folding, qu'ils se retrouvent rapprochés. Là, c'est le cas de l'isozyme. On a les acides aminés de contact, on en a 2. Glutamate 35 et aspartate 52. Donc, ils vont se rapprocher aussi, ils vont se retrouver très rapprochés pour effectuer leur action catalytique. Donc, le rôle des acides aminés du site catalytique, dont on vient de parler, c'est les groupements fonctionnels des acides aminés du site actif des enzymes qui interviennent dans la catalyse. C'est ce qu'on vient de dire. Ces groupements sont peu nombreux. Pourquoi sont peu nombreux? Parce que cette action catalytique est liée à des caractères bien précis. Parce que c'est des choses qu'on va voir dans les mécanismes de catalyse. Donc, c'est la capacité catalytique des acides aminés de contact, du site catalytique de contact, est liée à leur action, à leur caractère d'agent nucléophile et de caractère acide-base. Ça veut dire quoi? Un agent nucléophile, c'est un agent qui possède des électrons. Il est nucléophile, ça veut dire quoi? Nucléophile, il est attiré par les charges positives. Parce que le noyau, il possède la charge positive des protons. Donc, lui, il est nucléophile. Nucléophile, ça veut dire, lui, il a des charges négatives. Il va s'attirer par les charges positives. Donc, un bon nucléophile, donc il va faire une attaque nucléophile, c'est-à-dire il va donner 2 électrons. Il va donner des électrons pour former des liaisons. Il a une paire d'électrons libres qu'il va donner et pour former des liaisons covalentes. C'est ça qu'on parle un nucléophile.
Généralement, c'est des sérines ou des aspartates. Ou bien le caractère acide-base. Ou bien les acides amines de contact, ils ont soit le caractère nucléophile ou bien le caractère acide ou basique. Acide ou basique, on le sait tous, c'est en ce qui concerne les protons, donneurs ou accepteurs de protons. Généralement, c'est les histidines et les tyrosines. Donc, ces acides aminés qui ont ces caractères, on va les revoir plusieurs fois dans les sites actifs, dans les sites catalytiques. Là, on va parler des propriétés qui affectent la liaison enzyme-substrat. Donc, l'enzyme et le substrat, ils vont se lier au niveau du site actif, au niveau du site de reconnaissance, d'accord, pour que l'action catalytique s'en suive. Très bien. Il y a plusieurs paramètres qui vont affecter cette liaison. On va en parler. Il y en a six paramètres, six propriétés. D'abord, la reconnaissance et la spécificité. Donc, une enzyme, elle est spécifique à un substrat auquel elle se lie. Elle a une spécificité. La spécificité, on va parler d'affinité. L'affinité, ça dépend de quoi? De la structure du substrat. Donc, pourquoi avoir une affinité pour tel substrat et pas pour un autre? Par rapport à sa structure, du placement du substrat, de son orientation, et de la nature chimique du substrat. La nature chimique, c'est les groupements, la molécule. C'est quoi les groupements c'est quoi, c'est-à-dire les groupements qui la composent pour qu'ils entrent en contact avec les résidus, avec les radicaux des acides aminés du site actif. D'accord? Et les résidus responsables de la reconnaissance de la molécule la mettent en place. Donc, le site de reconnaissance, il va fixer, il va orienter le substrat pour qu'elle puisse entrer pour subir la catalyse. Donc, ces résidus qui sont responsables de l'adaptation et de l'orientation, on les trouve dans le site actif, beaucoup plus dans le site de fixation, c'est son rôle, et certains résidus du site catalytique. On l'a vu. Deuxièmement, on parle de complémentarité. La complémentarité, c'est une question d'arrangement spatial. Donc, la complémentarité moléculaire dépend de la structure tertiaire de l'enzyme qui crée des micro-environnements uniques dans le site actif. On l'a dit, donc le folding il va donner un site actif qui a une certaine forme. C'est une cavité qui a une certaine forme. Cette forme, chaque enzyme a un site actif qui a une certaine forme et dont le substrat a une forme qui est complémentaire. Cela, on peut le comprendre par le modèle clé et serrure. Donc, une serrure, elle s'ouvre par sa clé parce qu'elles ont exactement la forme complémentaire. Une autre clé, elle ne pourra pas, quelle que soit l'autre clé. Là, on parle de complémentarité. Donc, la complémentarité, on doit avoir une complémentarité. D'accord? Ça, c'est indispensable. La flexibilité, la plasticité. Quand on parle de complémentarité, il ne faut pas penser au sens rigide, parce qu'à l'origine, quand on étudiait d'abord les enzymes, on pensait ça, on pensait toute la spécificité, toute la reconnaissance, toute l'affinité, elle repose sur ce côté complémentarité qui est complémentarité à 100%. Mais finalement, ce n'est pas une serrure, ce n'est pas une clé. Le site actif, de par ses résidus, de par ses acides aminés, il possède une certaine flexibilité ou une plasticité qui lui permet de s'adapter et d'adapter son substrat au meilleur arrangement, à la meilleure complémentarité possible. Donc, il va induire cette complémentarité. D'accord? Mais cette flexibilité, elle répond à un équilibre de force entre les forces de conformation intrinsèques et les nouvelles forces d'interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'enzyme, quand elle va recevoir, le site actif, il va recevoir le substrat, il va se conformer, il va commencer, il est flexible, il va commencer à s'adapter au son substrat. Mais cette adaptation, il y a déjà des forces qui tiennent l'enzyme et le site actif dans sa conformation. C'est les forces qui nous donnent la structure enzymatique. Donc, c'est les liaisons hydrogènes, les liaisons van der Waals, etc., les hydrophobes et tout ça. On ne peut pas priver pour l'enzyme pour s'adapter, elle a une marge de plasticité. Elle va pas, sinon on va perdre cette spécificité. L'enzyme ne peut pas se permettre de perdre la spécificité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'adapter dans la mesure qu'elle peut. Donc, elle va pas privilégier la flexibilité
au point de changer toute sa conformation, et où cet équilibre qui existe entre ces forces qui la constituent et les forces d'interaction avec le substrat, il va se rompre et elle va perdre cette spécificité. Donc elle garde sa conformation et elle va s'adapter quelque peu. La surface de fixation, donc les sites de liaison peuvent être la surface de fixation de substrat, c'est l'une des propriétés de liaison, il peut être de deux types, selon la taille du substrat. Si le substrat il est de grande taille, donc le site actif, le site de fixation, il peut être concave, c'est-à-dire muhaddab ou muqa'ar, c'est-à-dire il va avoir une grande surface, ou plat. On peut avoir des sites actifs qui sont assez plats. D'accord? Quand on parle de petits substrats, ce qui est en général, on va avoir soit des fentes, des petites poches, des petites cavités. C'est ce qui est le plus courant. D'accord? Donc la surface de fixation, elle va changer selon la taille. Elle ne va pas changer dans l'enzyme. Chaque enzyme, selon le substrat qu'il doit recevoir, il a soit des surfaces grandes de fixation ou bien petites. La surface hydrophobe exposée. La surface hydrophobe exposée peut jouer un rôle dans la liaison enzyme-substrat. Comment? Donc les surfaces des enzymes ne sont jamais totalement polaires. Polaires, parce qu'on parle d'enzymes, on parle de protéines qui est globulaire. Elles ne sont pas toujours à 100% polaires, car il existe toujours des groupements apolaires, c'est-à-dire hydrophobes, au contact du solvant. Ils sont à l'extérieur. Donc les sites de fixation de l'enzyme, ils sont caractérisés par une moyenne supérieure, nettement supérieure de composés hydrophobes, de résidus hydrophobes. Donc les sites de fixation, les sites de fixation de reconnaissance dans les sites actifs, ils ont beaucoup de résidus hydrophobes. Quand il s'agit de petites zones hydrophobes, cela permet une association avec le substrat. Donc le substrat, quand on a par exemple le site de fixation, il n'est pas à 100% à l'intérieur du site actif, il est un peu exposé et il a des résidus hydrophobes. Le substrat, le site actif, les résidus hydrophobes, c'est des résidus hydrophobes, donc ils ne préfèrent pas entrer en contact avec l'eau, ils vont privilégier le contact avec le substrat. C'est l'un des moyens de liaison. D'accord? Quand c'est de petites zones. Mais quand les zones hydrophobes exposées, elles sont de grande taille en surface, des enzymes, ça va conduire à une oligomérisation. Oligomérisation, ça veut dire ça va devenir plusieurs sous-unités, c'est-à-dire plusieurs unités d'enzymes, elles vont s'agglomérer. D'accord? Pas forcément pour être un oligomère, une enzyme multimérique, c'est juste qu'elles vont s'agglomérer parce qu'une grande surface hydrophobe, les régions hydrophobes ne supportent pas le contact avec l'eau, donc elles vont chercher d'autres résidus hydrophobes pour minimiser la surface exposée à l'eau. Enfin, le déplacement de l'eau. Donc une protéine en solution, comme une enzyme, elle est complètement entourée d'eau. Pour qu'elle soit soluble, donc il y a une couche d'eau qui va l'entourer. Pour qu'une liaison avec un substrat se produise, il faut rompre cette couche d'eau à un endroit donné. Donc pour former une liaison, donc il y a deux couches d'eau. Donc si le substrat il est soluble et que la protéine elle est soluble, donc les deux ils sont entourés par une couche d'eau et il y a deux couches d'eau. Donc pour ce faire, l'enzyme et le substrat, ils vont faire quoi? Pour entrer en contact, ils vont essayer d'échanger leur couche d'eau. Donc ils vont essayer d'échanger leurs molécules d'eau. Et ce déplacement d'eau, il va créer une différence enthalpique. C'est-à-dire ça, c'est en ce qui concerne les énergies. Donc ce mouvement, il va créer une différence enthalpique, c'est-à-dire un changement d'énergie, et ce qui va permettre la formation de nouvelles liaisons. Donc c'est cette compensation, cette énergie qui va se dégager, qui va être utilisée pour former, parce qu'une liaison, elle a besoin d'énergie pour s'établir. Donc cette énergie, ce déplacement d'eau, il va permettre de former des interactions par le biais de liaisons hydrogènes. Très bien. Là, on a vu quoi? On a vu le type, les propriétés qui affectent la liaison entre l'enzyme et le substrat. Il y en a 6. Là, on va voir enfin les forces d'association enzyme-substrat. L'enzyme et le substrat, ils vont former des liaisons. Ça, on le sait par le site de fixation. Très bien.
Ces liaisons qui s'établissent entre les résidus du site actif et le substrat après la reconnaissance, il est nécessaire d'avoir une complémentarité d'abord, et les résidus du site actif pour interagir doivent être bien distribués. Bien distribués, c'est-à-dire les molécules, c'est-à-dire les sites de la molécule du substrat qui vont interagir, ils doivent être à la portée des résidus du site actif qui vont interagir avec, c'est-à-dire qui ont plus d'affinité. Donc là où la flexibilité, elle va entrer en jeu pour avoir la meilleure complémentarité, pour avoir le maximum de liaisons. Très bien. Mais quel type de liaison, justement? On connaît beaucoup de types de liaisons qui s'établissent. On va voir quel type de liaisons qui peuvent s'établir entre le substrat et le site actif. D'abord, on a les forces, les liaisons électrostatiques ou les forces électrostatiques ou les forces coulombiennes. Donc ça, c'est l'une des forces les plus connues. C'est entre les charges, différentes charges. Quand on a des dipôles permanents, c'est-à-dire on a une molécule chargée négativement et une molécule chargée positivement, c'est bon. Donc le pôle négatif c'est un dipôle. Les deux, ils sont polaires. Donc le pôle positif, il va interagir avec le pôle négatif. C'est comme l'expérience ou le jeu qu'on jouait avec la règle et les bouts de papier. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va faire intervenir la force électrostatique en frottant la règle en plastique avec les cheveux. Qu'est-ce qui va se passer? On va c'est-à-dire au niveau des cheveux, au niveau de la règle, on va avoir les électrons qui vont pas, on va avoir une perte d'électrons et une exposition de la charge positive. Et les bouts de papier, quand on va rapprocher la règle des bouts de papier, c'est que les électrons des bouts de papier, ils vont migrer à la surface pour entrer en réaction avec quoi? Avec la règle. Donc, c'est dipôles. Donc, c'est deux charges différentes qui vont entrer en action, on va créer cette force électrostatique. Donc, c'est une force qui est un peu faible, dans l'ordre de 5 kcal par mol. Et c'est des forces qui sont faibles, mais en réalité, c'est les forces qui font la dureté des objets. Parce qu'ils vont deux charges de la même charge, c'est-à-dire deux charges positives, ça va être répulsif. Et deux charges qui sont différentes, c'est-à-dire se lier. D'accord? Très bien. Donc les forces de Van der Waals, vous le connaissez, ou bien les forces de London. Là, ce n'est pas entre des dipôles permanents, entre deux charges permanentes, c'est entre les résidus non polaires dans ce cas. Les résidus non polaires, ils n'ont pas de polarité. Donc les électrons, ils sont distribués de façon homogène. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Pour une raison ou pour une autre, un dipôle, un résidu non polaire, il va être en contact avec un résidu polaire d'un objet, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'apparition d'un dipôle, mais temporaire. C'est une fluctuation de charge, un petit changement de charge. Donc, il va l'apparition d'un dipôle pour un instant, et cette apparition d'un dipôle, la charge positive et la charge négative, elles vont interagir. Donc, c'est la force la plus faible, parce qu'elle est temporaire, elle n'est pas fixe, elle n'est pas permanente. Donc, c'est de l'ordre de 0,5 kcal par mol. On a les liaisons hydrogènes. Donc, entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif, c'est comme dans la molécule d'eau. C'est une intensité de l'ordre de jusqu'à 7 kcal. Donc, ça va. Donc, on a aussi les liaisons hydrophobes entre les résidus non polaires, dans ce cas, en présence de l'eau. Donc, tous les résidus non polaires, hydrophobes, ils vont s'agglomérer pour minimiser le contact avec l'eau. C'est ce qu'on voit ici. Donc, dans ce cas, la formation de il va minimiser le contact avec l'eau, mais il va augmenter les liaisons entre les résidus eux-mêmes. D'accord? C'est de l'ordre de 2 kcal. Ce qu'on voit ici, donc, donc les forces qui vont lier l'enzyme au substrat, c'est des forces qui sont faibles. C'est des liaisons qui sont faibles généralement. À une seule exception, c'est une liaison covalente. Mais liaison covalente, c'est un partage d'une paire d'électrons libres. Donc, c'est une liaison qui est forte. Mais ce type de liaison, il n'est pas directement impliqué
dans la formation de l'enzyme et du substrat. Il intervient dans un cas particulier. C'est quoi ce cas particulier? Il intervient dans le cas d'une catalyse, donc d'un mécanisme de catalyse où, dans une des étapes, on doit avoir un intermédiaire covalent. Une des étapes. Donc, on va le voir dans le chapitre des mécanismes. Dans un cas très particulier, l'enzyme et le substrat ils vont se lier avec une liaison covalente. Mais c'est temporaire. À la fin de la réaction, l'enzyme doit être libérée. Donc, on va avoir la libération de l'enzyme et du substrat, et du produit. Mais c'est une étape intermédiaire. C'est pas une des forces majeures. Les vraies forces, c'est celle que j'ai dit. Ça, c'est une particularité, mais qu'on ne peut pas négliger. D'accord? Là, on arrive à la fin de ce chapitre. Vous avez tout sur votre PDF. Je vous invite à bien lire, à poser des questions. Je vais revenir vers vous pour le TD et on va voir aussi les exercices du TD passé, du dosage des enzymes. J'espère que vous avez bien compris. Les questions sont les bienvenues. Soyez attentifs, soyez à jour, s'il vous plaît, avec les vidéos. Et à très bientôt. Merci.